Bonjour, bonsoir plutôt. Voilà, ce soir, j'ai décidé de vous parler de la cellulite. Pourquoi? J'en ai déjà parlé, mais pourquoi? Parce qu'on me demande sans cesse de m'appesantir sur ce sujet qui touche le cœur des femmes et le corps des femmes. Voilà. Donc on me dit, j'en ai, comment m'en débarrasser, comment l'attaquer, voilà. Comment réduire ma cellulite. Alors, d'abord, il faut s'entendre sur le terme, sur la définition de la cellulite. D'abord, vous remarquerez que à la fin du mot cellulite, il y a it. Et it, ça veut dire maladie. Hein, gingivite, rhinopharyngite, colite, etc. Tous les noms de maladies se terminent par it. Donc, je ne sais pas qui a inventé le mot de cellulite. Je pense que ça doit venir des médias, mais enfin, j'en suis pas sûr à 100%. Mais c'est une manière punitive de dire aux femmes, la graisse que vous avez là où vous l'avez, c'est une graisse malade. Ce n'est pas une maladie. Hein. Ça peut devenir une maladie si vraiment ça devient extrême et que ça garrotte, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, on retrouve, si vous voulez, cette sorte de description un peu sexiste. Je ne sais pas si c'est sexiste ou si c'est un... Mais disons que la société ne réagit pas au corps féminin ou à la mentalité féminine de la même manière que pour celui des hommes. Il y a une beaucoup plus grande tolérance pour le poids de l'homme, pour le corps de l'homme, que celui de la femme. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Je dirais même que ce qu'on appelle cellulite peut être un atout, beaucoup plus un atout parfois qu'une faiblesse. Pourquoi? Parce que la cellulite, dans l'esprit d'une femme, c'est cette sorte de matériau qu'on retrouve à certains endroits du corps et qui est refoulé, qui n'est pas aimé, qui est mal aimé. C'est une graisse mal aimée. Pourquoi? Là aussi, il y a des questions de psychologie sociale qu'il faudrait peut-être approfondir, mais n'entrons pas dans ce débat, il est trop compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous appelez cellulite, c'est aussi une sorte de signal qui est envoyé et qui dit simplement, ici, il y a une femme. C'est comme la poitrine. Une femme qui n'aurait pas du tout de poitrine, je ne parle pas de gants, hein, les femmes qui ont eu une poitrine et puis qui ont tellement maigri que, pour des raisons diverses, non plus ont des seins en gants retournés, vous voyez, c'est pas ça que je veux dire. Mais une femme qui n'aurait pas de poitrine du tout, ce serait difficile de dire que c'est une vraie femme. Il en va de même des cuisses, il en va de même de ce qu'on appelle cellulite, culotte de cheval, tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Donc là aussi, culotte de cheval, c'est un terme, c'est pas des termes, disons, très poétiques, ce ne sont pas des termes anoblissants, ce sont des termes dégradants, etc. Donc it, culotte de cheval, c'est toujours, voilà. On a l'impression que tout ce qui manifeste la sexualité de manière intense est refoulé par la société. Voilà. Alors, oui, ce signal, cette cellulite, on en a besoin. Et c'est un signal de communication. Imaginez, c'est la même chose que pour la crinière d'un lion. Imaginez un lion sans crinière. Un lion mâle sans crinière au milieu des femelles. Personne ne le reconnaîtrait, personne ne serait attiré, il ferait peur à personne. Il y aurait un autre lion avec sa crinière qui arriverait, bah, il en ferait qu'une bouchée, même s'il est aussi fort. Et voilà, donc le signal de la cellulite, méfiez-vous. Ne dites jamais j'ai de la cellulite sans avoir bien réfléchi à ce que vous dites avant. Hein. Voilà. Alors, ceci aussi pour faire comprendre que l'homme n'a pas de cellulite. Oui. Sur le territoire, sur le corps de l'homme, il n'y a pas de cellulite. Vous pouvez chercher tant que vous voulez, vous trouverez de la graisse, mais pas de cellulite. Hein, mettez ça bien en tête. Alors, deuxièmement, comment savoir que vous avez de la cellulite? Il est important, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que si c'est de la graisse, c'est beaucoup plus facile à traiter que si c'est de la cellulite. Hein. Alors, comment sait-on? D'abord la localisation. La cellulite, elle est localisée à certains territoires. Et ces territoires sont ceux de la femme. Le plus souvent, c'est la cuisse. Là où on retrouve le plus souvent de la cellulite, c'est sur les cuisses, la face extérieure des cuisses. Hein.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait culotte de cheval, parce que ce qu'on appelle une culotte de cheval, c'est une culotte bouffante, c'est un pantalon bouffant. Alors, les genoux, ça aussi, les genoux, c'est un territoire où il y a ce qu'on appelle de la cellulite, de la graisse féminine. Pourquoi? Parce que le genou, c'est un endroit typiquement masculin, lorsqu'il n'y a rien autour. Parce qu'on voit la rotule, on voit la partie inférieure du fémur, qui est osseuse, qui est ronde, qui est arrondie, etc. Et il y a les tendons rotuliens, etc. Et ça, autant chez un homme, c'est sexy, c'est sympa, c'est le symptôme de la force, le signal de la force, autant chez la femme, la force ne doit pas être mise en avant. Qui dit force dit refoulement de l'homme. Comme une femme qui aurait beaucoup de poils. Si vous voulez un peu de poils, c'est pas grave, mais beaucoup de poils, chez l'homme, ça fait une sorte de retrait, de mise en retrait. Voilà. Donc, la localisation, les cuisses, les genoux, les mollets aussi, les mollets. Alors, au niveau des mollets, c'est une cellulite particulière. C'est une cellulite qu'on retrouve dans certaines familles et qu'on retrouve aussi souvent associée à des problèmes de circulation, hein, et de pied plat. Le pied plat, c'est un pied qui n'a plus son pouvoir de pompe. Parce qu'il ne peut plus. Et quand vous marchez à plat, vous n'avez pas la possibilité d'appuyer sur le cœur qui se trouve, il y a un petit cœur qui se trouve sous la voûte plantaire et qui, lorsque vous appuyez dessus, fait remonter le sang. Donc beaucoup de femmes qui ont des cellulites, des mollets, des chevilles et même des genoux sont des femmes qui ont des pieds plats. Alors, pour poser vraiment ce diagnostic, voyons localement ce que c'est. Une cellulite, alors prenons la cellulite de la cuisse, et puis vous l'avez là, vous la palpez, parce que la plupart du temps, si vous avez des femmes qui veulent savoir s'il y a de la cellulite, elles palpent, et quand on palpe, il se passe quelque chose qu'on appelle la peau d'orange. Parce que à l'intérieur, sous la peau, il y a des compartiments. C'est ça qui fait la réalité structurelle de la cellulite. C'est que au lieu d'avoir une graisse qui est comme une sorte de sein-doux, vous voyez, par exemple, la graisse, c'est du sein-doux, c'est des blocs de graisse accumulés. La cellulite, c'est la même chose, mais avec des compartiments, des petits wagons, les uns auprès des autres. Ce qui fait que quand vous comprimez les wagons, eh ben, ils se boursouflent. Et là, vous voyez apparaître de la peau d'orange. Donc, quand vous voyez apparaître de la peau d'orange, c'est la signature que cette graisse est morcelée, clivée, et que ce clivage est fait et réalisé par des petits murs fibreux. Et c'est ce qui empêche la cellulite de s'en aller. Parce que l'espèce humaine, hein, en l'occurrence l'espèce humaine, si vous voulez, veut que la femme ait un corps de femme. Donc, il y a danger. Parce qu'une femme qui ne mangerait pas, eh ben, elle verrait disparaître cette graisse et elle serait plus féminine. Donc, la nature fait que cette graisse est emprisonnée et que cette cellulite ne peut pas disparaître. C'est comme la poitrine, si vous voulez. Si vous faites un régime et que vous perdez votre poitrine, vous perdez un peu de votre féminité. Hein, vous voyez, et une femme primitive, par exemple, dont le mari ou elle-même n'arriverait pas à chasser ou à cueillir suffisamment, maigrirait, perdrait une part de sa féminité. Donc, c'est important que cette cellulite soit cloisonnée, et c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de peau d'orange lorsque l'on palpe. Et puis, il y a un autre signe, c'est la douleur à la palpation. Quand vous palpez un peu fort une cellulite, une vraie cellulite, par définition, ça fait un peu mal, parce que justement, à cause de ces compartiments, les petits filets nerveux qui se trouvent à l'intérieur, lorsque vous palpez, eh bien, ils sont comprimés dans ces compartiments, parce qu'eux rentrent dans ces compartiments. Donc, localisation, peau d'orange et douleur. D'autre part, pour faire le diagnostic de la cellulite, il faut savoir, et ça c'est important pour vous, que la cellulite n'est jamais pure. Si vous prenez par exemple la cellulite la plus connue, celle qui se trouve sur les cuisses, dite en culotte de cheval, eh bien lorsque vous avez cette cellulite, sachez qu'à l'intérieur de ce que vous regardez, de ce que vous voyez,
de ce que vous appréhendez comme une culotte de cheval, eh ben, il n'y a pas que de la cellulite. Heureusement, ça permet, si vous voulez, de moduler. Il peut y avoir, alors, c'est un mélange de graisse ordinaire et de cellulite. Ce qui fait que ça vous permet d'espérer une amélioration si vous faites un régime. Hein? Gardez ça en tête. La cellulite n'est jamais pure. Elle est mixte. D'autre part, on dit que la cellulite est résistante au régime. C'est une manière aussi de faire le diagnostic. Parce qu'il y a, en dehors de cette graisse qui peut permettre de moduler le volume, lorsque vous avez perdu cette graisse et que vous arrivez à la cellulite, là vous êtes sur du dur, et là il y a résistance. Résistance parce que la nature ne veut pas que vous le perdiez. Alors, évidemment, vous pouvez en avoir trop, mais c'est un piège, c'est vous-même que vous êtes piégé en laissant... enfin, on va voir par la suite, je vais vous expliquer. Mais une vraie cellulite, la cellulite elle-même, elle est résistante au régime. Alors, il y a même des anorexiques. Moi, j'ai vu des anorexiques qui sont très maigres, qui ont des IMC à 15, 16, et qui ont de la cellulite. Et j'ai même mon premier patron, hein, lorsque j'étais à l'hôpital, le professeur Zara, Marcel Zara, était un spécialiste de la cellulite, entre autres, c'était un nutritionniste, et il avait eu la malchance, ou la chance, selon, d'avoir été médecin expert dans les camps de concentration. C'est-à-dire qu'il avait, il avait visité les camps de concentration allemands, et il avait vu les personnes qui étaient vivantes, et malheureusement, il avait vu aussi les personnes qui étaient mortes. Et il m'a dit, il me disait, Monsieur Ducamp, j'ai vu des femmes qui sont mortes de faim, et qui avaient encore de la cellulite. Allez savoir comment c'est possible. Parce que justement, la cellulite est piégée par la nature. Elles avaient encore des seins aussi, des petits seins, mais elles avaient des seins. Alors, pourquoi les femmes ont-elles de la cellulite? Attention, avoir un peu de cette matière adipeuse ne doit pas, je vous l'ai dit, la faire appeler. Gardez ça en tête. N'appelez pas cellulite ce qui n'est pas cellulite, ce qui est simplement féminité. Voilà. C'est comme si je vous disais vos seins, c'est de la cellulite. Ah, non, vos seins, c'est d'avoir des beaux seins, bon, ben, c'est plutôt un signe intéressant. Hein. Alors, ne faites pas l'erreur qui est latente aujourd'hui dans la société, qui fait que les femmes, dès qu'elles ont une graisse qui est placée sur leur territoire les plus attractifs, les voient comme un défaut, les voient comme une faille, une défaillance, une punition. C'est pas vrai. Pour une majorité de femmes, la cellulite n'est pas une punition. Oui, je pense qu'une femme qui n'aurait pas du tout de cellulite, mais alors pas du tout, je pense que là, il y aurait un problème. Mais je ne connais pas de femme qui n'ait pas du tout de cellulite. Même Brigitte Bardot, qui a eu l'un des plus beaux corps du monde, elle avait ce que vous appelez cellulite. Elle, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce n'était pas du tout de la cellulite. Et Brigitte Bardot, sans ce petit arrondi des cuisses et des hanches et des genoux, n'aurait pas eu la beauté de son corps, la beauté du corps qu'elle a eu. Hein. Alors, la cellulite, quand il y en a plus que son simple rôle de signal, alors elle peut devenir une vraie cellulite. Ce que vous appelez cellulite, c'est quand il y en a trop, hein, et que ça déborde le cadre du simple signal sexuel. Parce que, à ce moment-là, quand il y en a trop, ça met en place un garrot. Parce que si vous avez une peau jeune, tendue, et que vous augmentez la masse de cellulite, eh ben, ça comprime ce qui circule à l'intérieur. Et là, vous allez avoir des troubles de la circulation, vous allez avoir des œdèmes en amont, vous allez avoir des genoux gonflés, vous allez avoir des chevilles œdémateuses, etc. Donc, lorsqu'il y a trop de cellulite et que la peau de la femme est ferme, tonique, etc., il y a un risque. Alors, la première cause de la cellulite, c'est l'hérédité. Il y a des ethnies, il y a des races, il y a des populations qui possèdent une accentuation de la morphologie féminine. C'est le cas
des femmes méditerranéennes, pas partout, hein, mais dans certaines régions de la Méditerranée, il y a des femmes qui ont vraiment des corps extrêmement gynécologues, gynoïdes. Vous voyez, ça veut dire femme. Donc, vous voyez, les Grecs et les Romains étaient beaucoup plus féministes que nous le sommes. Hein. Et donc, l'hérédité, les ethnies, les races, il y a même certaines tribus africaines qui sont extraordinaires. Les Bochimans, si vous voyez les femmes Bochimanes, elles ont des cuisses comme ça. Mais plus, elles ont un fessier qui est, dont la partie supérieure est horizontale. On peut mettre un verre posé sur le fessier, tellement il est... Alors bon, bon, pour une femme occidentale, ça paraît aberrant. Mais en tout cas, chez elles, les hommes adorent ces fessiers, hein, parce qu'ils ne sont pas pollués par la culture comme nous le sommes. La deuxième cause, elle est hormonale. Hein, alors, ce n'est pas tant la quantité d'hormones que la réceptivité à ces hormones. Je prends un exemple. Sur une plage, vous avez une brune, pas une brune, une noire, une noire ou même une brune foncée, vous avez une blonde et vous avez une rousse. Les trois vont rester 2 heures sur la plage. Il y en a une qui va pratiquement rien sentir, la noire ou la brune très pigmentée. La blonde, elle va rougir et la brune, elle va et la rousse va brûler. Voilà. Donc elles sont le soleil est le même pour tout le monde, mais les trois vont réagir très différemment. Il en va de même des hormones féminines. Il y a des femmes qui réagissent très violemment, très fortement à leurs hormones féminines et d'autres qui ne réagissent pas énormément. Eh bien, la cellulite suit ce mouvement-là. Alors, la troisième cause, c'est la prise de poids. Lorsque vous avez un corps gynoïde et que vous grossissez, eh ben, vous grossissez un peu plus de ces endroits-là. C'est pour ça que si vous avez cette configuration hormonale, si vous êtes sensible à vos hormones, si vous êtes d'une famille où il y a de la cellulite, faites attention à ne pas grossir. Hein, si vous avez des enfants, si vous-même avez de la cellulite et que vous avez des adolescentes qui viennent d'être pubères ou qui ont l'âge de la puberté, etc., veillez, demandez-leur de faire attention à ce qu'elles mangent. Et surtout, je vous l'ai déjà dit, surtout au moment du syndrome prémenstruel, les 5-6 jours qui précèdent les règles, alors là, le taux d'hormones est maximum et toute prise de poids a de fortes chances de devenir de la cellulite. Surtout, oui, j'avais oublié de vous dire, surtout si on ajoute la pilule. Alors, il y a pilules et pilules. Il y a des pilules faiblement dosées, il y a des pilules moyennement dosées et des pilules fortement dosées. Fortement dosées, surtout au moment de la préménopause. Il y a des gynécologues qui donnent à ce moment-là parce que la préménopause, c'est un moment, si vous voulez, où il y a un déséquilibre hormonal qui s'instaure. Et là, beaucoup de gynécologues donnent des pilules très fortes, assez fortes en tout cas. Et l'approche de la ménopause, hein, c'est cela. Il y a beaucoup de... Alors, la femme a 2 hormones. Les hormones ovariennes qui sont les œstrogènes, qui sont les hormones de la féminité, et la progestérone. Donc, aux alentours entre 42 et 45 ans, la progestérone, qui est l'hormone de la féminité, baisse, puisque à partir de cet âge-là, le nombre de femmes qui sont enceintes diminue. Hein, à partir de 42, 43, 44, 45, il y a de moins en moins de femmes qui ont des enfants, par définition. Donc la nature suit, et donc la production de progestérone baisse, alors que les œstrogènes, qui sont les hormones des seins tendus, de la nervosité, etc., se conservent. Et là, les œstrogènes sont seules en piste, elles sont maîtresses du jeu, ce sont les reines de la sphère hormonale, et là, c'est les débordements. Et en plus, ce sont des retards, parce que le cycle n'arrive pas à se faire. Le cycle, normalement, marche sur 2 temps. Un temps folliculine, œstrogène, et un temps progestérone. Donc, quand les 2 temps sont là, le cycle est régulier. Mais s'il manque une hormone, le moteur marche sur un seul piston, et il y a du retard, et il y a de la prise de poids. Et puis, il y a des boulimies prémenstruelles, parce que, justement, dans la mesure où il y a beaucoup d'hormones féminines, les hormones féminines donnent une envie de manger, de se faire plaisir, vous voyez.
elle aurait des troubles de l'humeur, de la gratification sucrée, et c'est là où on peut prendre du poids. Et là, si on prend du poids à ce moment-là, on va faire de la cellulite. En conclusion, gardez la tête froide, hein, et discerner ce qui est féminin de ce qui est dérèglement. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que vous ayez... Je vois toujours... Je ne connais pas de femme qui n'ait pas un complexe avec cette histoire de cellulite. Hein. Donc, gardez la tête froide. Vous avez un peu de cellulite, c'est formidable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça vous sert, et vous, mentalement, ça vous dessert. Parce que vous vous dites, ah oui, j'ai lu dans tel journal, dans tel magazine, que la cellulite... Non, pas du tout. Un peu de cellulite, c'est extraordinaire. Ça vous donne de l'attirance autour de vous. Bon, alors les hommes maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, ils sont un peu contaminés par la culture. Alors on dit, oh oui, c'est lui, c'est ça. Mais si, au fond d'eux-mêmes, ils aiment ça. Je peux vous le garantir, si vous voulez. Hein. Alors, et puis n'oubliez pas, hein, justement, pour garder la tête froide, que si vous avez de la cellulite, vous pouvez en perdre, allez, un quart avec un régime. Un bon régime, vous pouvez perdre un quart de ce que vous croyez être de la cellulite, et qui est un mélange de graisse et de cellulite. Vous pouvez perdre cette graisse-là. Alors que faire si vous avez trop de cellulite, hein? Là, c'est le cas. Vous avez de la cellulite. Alors, commencez par le régime, puisque je vous ai dit que dans cette cellulite, il y a une part de graisse. Et même dans la cellulite, même celle qui est dure, il y a une petite partie qui peut être brûlée, un peu. Hein, je veux dire. La graisse autour, pratiquement, vous pouvez tout perdre. Mais la cellulite, vous pouvez perdre un dixième de votre cellulite. Donc, un quart de graisse plus un dixième de cellulite, ça peut faire la mère Michel, comme on dit. Hein. Alors, vous commencez, si vous avez des grosses cuisses, hein, puisqu'on parle maintenant de cellulite, si vous avez des grosses cuisses, que ça vous gêne, etc., vous faites une période de 2 à 3 semaines au rythme de 1 jour de protéines et le lendemain, protéines, légumes. Vous faites ça pendant 3 semaines. 2 ou 3 semaines selon l'importance de ce que vous avez. Mais si vous avez des grosses cuisses, allez-y. 3 semaines, vous allez voir. Vous allez perdre un quart de ce que vous avez. Là, vous vous rendez compte? Alors, vous allez dans des instituts, on vous dit, oh, on va vous faire des trucs, des machins, des papouilles, des machins, des là. Et puis, vous avez perdu un quart, on vous dit, ah, c'est formidable, hein, mais c'est pas vrai, vous l'aurez perdu tout seul. De toute manière, quand vous allez dans un institut, c'est très rare qu'on vous donne simplement un traitement. On vous donne un traitement, on vous donne un régime. Et c'est le régime qui marche, qui vous fait perdre la graisse qui est autour de la cellulite. Alors, oui, ne soyez pas trop perfectionniste. Hein. Gardez en tête que si vous arrivez à perdre suffisamment, n'allez pas trop loin. N'allez pas, parce que là, après, vous entrez dans des histoires de complexes et puis de jamais content. Jamais contente. Il faut pas. C'est important d'apprendre à être content ou contente. Hein. C'est important. C'est-à-dire, c'est le régulateur. Vous pouvez avoir tout pour être heureux, et si dans votre tête vous n'êtes pas heureuse, vous pensez que vous ne pouvez pas être heureuse, ben vous ne le serez pas. Donc c'est important d'apporter l'envie d'être heureux, parce que c'est autoréalisateur. Si vous partez du fait que vous êtes condamné, que vous êtes complexé, que vous n'êtes pas belle, que vous êtes... D'abord, c'est pas vrai. Hein, et puis même si vous n'êtes pas belle, hein, il y a dans le visage l'émotion, la profondeur, etc. C'est une beauté comme une autre. On n'est pas excusez-moi, mon téléphone sonne, j'ai oublié de l'arrêter. C'est ma femme. Voilà. Vous voyez, je l'appellerai dès que j'ai fini. Je vais enlever le son. Voilà. Alors, on dit qu'on commence par un régime. Et puis, si malgré tout, vous n'êtes pas satisfaite, alors il va falloir ajouter du local. Du local, ça veut dire quelque chose à faire localement, en dehors du régime. Le régime, c'est autre chose, hein, vous brûlez, etc. Mais localement, on va essayer d'ajouter quelque chose qui va agir sur la cellulite. Hein. Vous voyez cette sorte de masse, puis des petits piliers à l'intérieur, des petits tubes de graisse, etc., que vous pressez et puis qui vous rejoignent. Ça, il faut l'attaquer directement. Alors, commencez par ce qui est le plus simple et le moins cher. C'est la mésothérapie. La mésothérapie sont des petites aiguilles. Alors bon, si vous n'aimez pas les aiguilles, c'est embêtant, mais si les aiguilles ne vous viennent pas, c'est pas mal. Hein, la mésothérapie, alors ça dépend de ce qu'on met dedans, ça dépend de par qui c'est fait. Mais si c'est fait par un thérapeute, d'abord la mésothérapie, ça peut être remboursé. Hein, si vous avez une cellulite avec des troubles circulatoires,
vous pouvez demander à un mésothérapeute de vous faire une prescription et de vous faire rembourser. Voilà. Donc, vous commencez par ça. En général, c'est soit une séance, soit 2 par semaine. 2, c'est quand vous avez vraiment une vraie cellulite et que vous soulagez les aiguilles. Et sinon, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, sur 7-8 semaines. Oui, c'est pas très cher, c'est supportable, c'est parfois remboursé. Et ça marche. Je ne dis pas que ça marche. Quand je dis ça marche, c'est que ça marche un peu. Hein. Rien ne marche à fond, véritablement. Ça n'existe pas. Donc, une séance par semaine et toujours associer la séance de mésothérapie avec une journée de protéines. C'est fondamental. Parce que si la mésothérapie vous libère un peu de graisse et que vous ne la brûlez pas, elle revient. Donc vous avez piqué pour rien. Parce que pique, la graisse, si vous voulez, est libérée, enfin la graisse qui se trouve à l'intérieur des piliers de cellulite est un peu libérée, c'est son rôle, le rôle de la mésothérapie. À ce moment-là, il faut la brûler. Et ce jour-là, il faut que vous soyez aux protéines, parce que bon, pour moi, la journée de protéines, de PP, c'est ce qui est le plus efficace. Alors, si vous avez des troubles veineux, si vous avez une mauvaise circulation, vous pouvez associer, parce que la mauvaise circulation et la cellulite sont quand même des cousines germaines. Hein. Elles peuvent être souvent associées. Donc, si vous avez ces troubles de la circulation, alors vous pouvez vous faire des drainages lymphatiques. Alors, les drainages lymphatiques, ce n'est pas des massages. Hein. Ce sont des drainages. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'appuyer, il est question de faire remonter le sang à la main. Hein. Et ça demande de la technique. Hein. Il faut aller voir un kiné qui sait faire des drainages. Ça aussi, les drainages lymphatiques sont remboursés. Donc ça peut être pas mal. Alors, il y a aussi la pressothérapie. La pressothérapie, ce sont des grandes bottes qu'on enfile et ces bottes sont gonflables. Alors, il y a un moteur, c'est relié à un moteur qui pousse de l'air et alors la botte se gonfle et naturellement, ce qui se trouve dans la botte est comprimé. Donc, si vous avez des cuisses ou des jambes qui sont œdémateuses ou qui sont embourbées d'eau ou d'œdème, ça pompe de manière régulière comme un cœur. Ça se dégonfle, ça gonfle, ça se dégonfle, ça gonfle. Et ça s'appelle de la pressothérapie. Alors, il y a à ce sujet-là une remarque à faire. Le massage. En général, la plupart des femmes qui ont de la cellulite pensent que le massage, c'est bon pour elles. Eh bien, ce n'est pas vrai. Elles se trompent. Le massage, ce qu'on appelle le massage, hein, le palpé roulé, voilà, ça, c'est une catastrophe. C'est pas que c'est inutile, c'est nuisible. Pourquoi? Vous allez me dire, mais j'en ai fait, j'ai rien. Non, madame ou mademoiselle, si vous faites du massage violent, d'abord, sur le plan des calories, de la graisse, ça ne sert à rien. Ça fait maigrir le masseur parce que lui, il s'agite. Mais vous, c'est zéro. Vous ne perdez pas un gramme, ni de graisse, ni de cellulite, avec un palpé roulé fort et plus encore. Mais, lorsque c'est fort, lorsque ça fait mal, alors là, vous êtes en train de briser le tissu conjonctif qui tient la peau. Vous êtes en train d'abîmer l'élastine et le collagène de la peau qui donne cette fermeté, cette beauté, cet éclat à votre peau. Malheureuse, n'allez pas vous faire manipuler par des gens qui se disent « oui, je vous vois ». Alors ils vous disent, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent « vous avez vu comme elle s'est ramollie ?» Mais c'est une catastrophe, monsieur, je ne viens pas pour faire ramollir mes cuisses, je veux une belle peau bien ferme, etc. Et vous êtes en train, non, surtout, échappez-vous de ces gens-là. En plus, ils sont honnêtes, hein, ils pensent que ça marche, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc l'argument est le moins dur, oubliez. Enfin, l'activité physique. L'activité physique, ne pensez pas à l'activité physique pour maigrir. Hein. Ça peut aider, bien entendu. L'activité physique, ça peut brûler des calories, je ne dis pas. Mais en ce qui concerne la cellulite, l'activité physique ne brûle pas de la cellulite. À la rigueur, ça peut brûler un peu de graisse, mais pas la cellulite. En revanche, l'activité physique vous donne un bon moral. Donc,
beaucoup de sérotonine, et ce bon moral vous permet, si vous voulez, de mieux gérer la situation. Quand on n'a pas un bon moral, on gère tout mal. Donc, et puis, l'activité physique peut retendre la peau. Alors, l'intérêt de l'activité physique, c'est de remodeler le corps. C'est-à-dire, la plupart des femmes qui ont de la cellulite et qui se sont acharnées à vouloir maigrir pour la faire partir, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont affiné, elles ont maigri des zones qui ne sont pas protégées par leurs hormones, c'est-à-dire que le corps a laissé partir la graisse, elles ont des tout petits bustes avec des petits seins, et elles ont un contraste violent, fort, avec des cuisses qui sont bien pleines. Donc ça augmente le contraste. Donc ce qu'il faut avec l'activité physique, c'est développer le haut, avec de la musculation, en force. Vous développez les épaules, vous développez les pectoraux qui vous font sortir la poitrine, vous développez les dorsaux, qui vous donnent... voilà, il faut donner au haut du corps. Bon, vous n'allez pas devenir culturiste, mais ça peut vous donner un peu de plénitude. Et cette plénitude peut aussi s'enrober légèrement de graisse. Donc vous étoffez le haut, et plus vous étoffez le haut, plus le bas perd son contraste. Mais travaillez le haut en force et le bas en modelage, c'est-à-dire en vitesse, en souplesse. Et là, vous modelez, hein, vous rendez vos muscles beaucoup plus fuselés. Donc vous fuselez le bas, vous affinez le bas et vous renforcez le haut. Et là, si vous arrivez à le faire, bien entendu, pas en 3 semaines, mais sur la vie, c'est-à-dire que si vous avez une activité, choisissez une activité du haut qui vous muscle et une activité du bas, comme le vélo, ou la course légère, ou des mouvements de jambes rapides, etc. Tout ce qui est en vitesse et la danse, si vous voulez, la danse légère, hein, pas la danse... oui. Donc, pour finir, sur un point d'optimisme, ça c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais je vais vous le dire. Il y a un moment magique pendant lequel la cellulite peut perdre son statut de graisse emprisonnée. C'est le 3e trimestre de la grossesse. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas tomber enceinte pour perdre sa cellulite, mais c'est un moment où le corps de la femme va nourrir le fœtus. Et le fœtus, dans le 3e trimestre de la grossesse, est le plus gros. C'est là où il consomme le plus de calories et où il a besoin de se nourrir. Et à ce moment-là, la porte, la frontière, le cadenas de la cellulite tombe parce que le besoin maternel prime le besoin de féminité. Il y a un combat entre la maternité et la féminité. La cellulite, c'est de la féminité. Et nourrir le fœtus qui se trouve en 3e trimestre et qui est demandeur de calories, c'est de la maternité. Et la maternité, pendant ce 3e trimestre de la grossesse, prime. Ça veut dire que si vous avez la chance d'être enceinte, hein, ce qui est toujours un moment magique, mais si vous êtes enceinte et que pendant le 3e trimestre de cette grossesse, vous pouvez, disons, manger un petit peu moins de sucreries, d'aliments qui vous font grossir, vous pouvez perdre de la cellulite. Très souvent, j'ai vu les femmes au sortir d'une grossesse qui m'ont dit, docteur, j'ai perdu de la cellulite. Et je pense qu'il y a une relation entre cette fin de grossesse, ce dernier trimestre, et où le fœtus se nourrit de la cellulite de sa mère. Vous imaginez, hein, c'est quelque chose, ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec la cellulite. Maintenant, j'aimerais bien voir les questions. Hein, parce que, alors, les questions, c'est en haut, c'est ça? On commence par le bas. Par le bas, oui. Ah ben, ça a commencé. Alors, Annie Waknin, praticien PNL. Oh, génial. Je trouve pas de petits Suisses à 0%. Puis-je prendre des petits Suisses à 3,2% en PP et en PL? Cher Annie, non. Le 3%, c'est beaucoup. Hein. Le 3%, ça correspond au taux de matière grasse, à du lait complet, si vous voulez. Donc, non. Et je ne vois pas pourquoi vous ne trouvez pas de petits Suisses à 0%.
il y en a. Alors, revenez vers moi si vous n'en trouvez pas, j'essaierai de vous dire où. Mylène Gallego, coucou, j'avais peur qu'il n'y ait pas de live, ravi de vous retrouver. Mylène, je vous remercie, je vous embrasse. Alors, oh là là, attendez. Là, Brigitte Noiroy. Ils en ont de la chance, les hommes. Oui, alors une femme me disait ça, une de mes patientes, elle me disait, oui, les hommes, vous avez de la chance, parce que, elle me disait ça parce qu'elle me disait, oui, mon mari fait le même régime que moi, il maigrit plus que moi. Il a de la chance, c'est injuste. Ah, et alors je lui ai dit, mais madame, savez-vous que les femmes vivent 5 ou 6 ans de plus que les hommes? C'est la revanche. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, oula, attendez. Non, les parties grisées, je sais pas ce que c'est une notification, ça sert à rien. C'est pas. Ah bon. Pourquoi le nom de... Ah, d'accord, Chantal. Oui. Alors, Jessica Jessica Juiponi. Vous me mettez, vous devez être italienne probablement. Vous me mettez d'utiliser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, ah oui, alors vous me dites, bonsoir, utiliser le marc de café est-il efficace? Le marc de café? Ah ça, alors là je ne connais pas, vous m'apprenez quelque chose. Le marc de café. Vous êtes sûr que c'est le marc de café? Le marc de café? Ah, pour la cellulite! Ah! Oui, bien sûr, la caféine appliquée localement peut aider la cellulite. Hein. Il y a des crèmes, oui, j'avais oublié. Eh bien, merci, vous m'avez... Jessica, merci pour ces... Oui. Alors, marc de café, je ne sais pas s'il passe à travers la peau, mais en tout cas, il y a des crèmes à la caféine. Oui, ça vous pouvez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Irène Goldstein. Je vous écoute de la Caroline du Nord. Génial, Irène, Caroline du Nord. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous allez nous revenir bientôt peut-être? Si vous le faites, dites-nous-le. Passez nous voir. Alors, Valentina, Zio Pierre, ciao Pierre, grazie mille, aïe, oula, Salvato la vida. Je vous ai sauvé la vie. Ah, bon, eh ben, je suis content. Roberta Gondolfi, bonsoir docteur Ducamp. Je suis très contente de vous écouter chaque jeudi. Mon ami est convaincu de maigrir en faisant continue phase d'attaque prolongée. Attention. Qu'est-ce que vous me racontez, Roberta? Des phases d'attaque prolongée, ça veut dire quoi? Les phases d'attaque, ce sont des phases. Qui dit phase ne dit pas continue. Hein. Il y a un homme en Amérique qui mange de la viande depuis 7 ans et qui ne mange que de la viande. Bon, il s'avère qu'il est en bonne, dit-il, en bonne santé. En tout cas, c'est pas mon intention. Une phase d'attaque, c'est maximum 7 jours. Ça ne sert à rien au-delà. Hein. Entre 7 et 8 jours, vous ne perdrez pas 1 gramme de plus. Donc, c'est pas la peine. Par contre, après, vous faites un jour. Maintenant, si vous avez vraiment la grosse motivation et que vous avez beaucoup de poids à perdre, vous pouvez faire 2 jours de protéines, 1 jour légumes. Protéines, légumes, 2 jours, 1 jour, 2 jours, 1 jour. Là, c'est possible. Ça, oui, c'est possible. Mais pas tout le temps, hein, sur des périodes, disons, de 2-3 semaines. Ça, c'est pas mal. Vous donnez un coup d'accélérateur, vous ne risquez rien. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites de la protéine pure et que vous n'en mangez pas exagérément, vous ne risquez rien. Voilà. Parce que d'abord, quand vous mangez des laitages, il y a du lactose qui vient du mollet, il y a du lactose, et puis il y a vos galettes au son d'avoine. Hein, donc voilà. Alors, Roberta dit à votre amie qu'elle ne fasse pas des phases d'attaque trop prolongées. Maximum 7 jours. Alors, Yvette Amaradji, hello. Depuis Miami, je restarte aujourd'hui. C'est parti pour 3 jours pépé. Ah, mais dites-moi, c'est l'Amérique aujourd'hui. Yvette, bravo. Eh bien, écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Alors, il y a une femme grecque qui, je ne sais pas. C'est en grisé, on s'en fout. Ah oui, d'accord. Alors, Joël Braga. Bonsoir docteur, peut-on perdre la peau qui pend du ventre car j'ai beaucoup de cellulite dedans et ça ne diminue pas trop. Ouais. Alors, perdre la peau,
perdre la peau, perdre la peau. Alors, si vous venez de maigrir, si vous venez de perdre du poids, sachez que la peau ne se retend pas aussi vite que la graisse s'en va. Si vous perdez 20 kilos par exemple, hein, bon, vous allez perdre de la graisse sur le ventre et vous allez avoir de la peau qui va être, vous aurez trop de peau. Mais sachez que pendant 6 mois, cette peau va se rétracter tout doucement, millimètre par millimètre par millimètre par millimètre. Au bout de 6 mois, c'est fini. Si vous avez maigri et que vous n'avez pas regrossi et que vous avez passé 6 mois, n'attendez plus de la peau qu'elle se retende. Alors vous pourrez mettre toutes les crèmes que vous voulez. J'ai des doutes là-dessus. Hein, j'ai des doutes là-dessus. J'espère que si vous avez maigri, c'est avec un régime riche en protéines. C'est celui qui détend le moins la peau. Sinon, honnêtement, il y a la chirurgie. Hein, il y a la chirurgie. Bon, un petit coup de ciseaux dans le bas du ventre, on tend. C'est une chose possible si vraiment, vraiment, Joël, vous êtes... mais regardez ça avec des yeux froids. Regardez bien et demandez-vous si vraiment c'est gênant ou bien si c'est un peu dans la tête. Kate Ransom. Comment je fais pour me consulter avec vous à Paris? J'aimerais trop. Quel Ransom? Je ne peux pas vous consulter à Paris parce que je n'exerce plus. Je n'ai plus de cabinet. Donc mais ce que je peux faire, c'est vous guider et vous aider sur Facebook. Vous m'écrivez sur Facebook. Si vous pouvez m'écrire, si vous n'avez rien de secret, écrivez-moi sur Facebook, là où vous venez de m'écrire ceci. Parce que je reçois énormément de messages privés et ça m'ennuie de répondre, si vous voulez, à une question qui peut intéresser tout le monde, à une seule personne. Par exemple, quelqu'un me dit « Ah, docteur, j'ai un problème de thyroïde. » Oui, mais il y a une personne sur 4 qui a un problème de thyroïde, ou une personne ou 2 personnes sur 5 qui a des parents qui ont un problème de thyroïde et que ça peut et à qui ça peut arriver. Donc, si vous pouvez écrire en public, je préfère. Si vous avez quelque chose de personnel, d'intime ou que vous voulez garder pour vous, je comprends très bien. Écrivez-moi en privé, je serai ravi de vous répondre. Il arrive parfois que je ne puisse pas répondre à tout le monde, ne m'en veuillez pas. Hein. Il y a des moments où je suis débordé. J'ai une activité, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Là, j'ai une actualité, je sors des choses dont je vais vous parler. Je ne peux pas vous en parler ce soir, je pourrais vous en parler la semaine prochaine. Hein, j'ai un livre qui sort, un livre qui va vous étonner. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors, j'en suis où donc, Joël, je ne peux pas, je n'ai pas de cabinet, je ne peux pas vous recevoir en consultation. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous aider. Hein, vous aider, soit en public, si vous avez un problème qui peut intéresser tout le monde, soit en privé. Mais je peux vous assurer que je vous aiderai. Alors, Hop Secrète. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Hop Secrète. Je vois que vous êtes secrète. Hein. Rien de plus que bonsoir. Si vous avez quelque chose à me demander, je vous réponds tout de suite. Annie Waknin, praticien PNL, je vous adore, vous êtes tellement authentique. Et vous, Annie Waknin, qu'est-ce que vous faites avec votre PNL? Dites-moi, donnez-moi des explications. Si jamais si ce que vous faites peut intéresser les gens qui sont là, pourquoi pas hein Alors, Vanessa, Jean-Vanessa, bonsoir docteur, bonsoir Vanessa. Je suis ravi que vous soyez là, ça me fait plaisir. Alors, Val Mistival, oula, c'est un nom compliqué, Mas Mistival. Bonsoir, merci pour vos conseils, docteur. Merci, excusez-moi d'avoir mal lu, Val Mistival, c'est pas si compliqué que ça, excusez-moi. Alors, Brigitte Noah et le LPG. Alors, le LPG, hein, je crois que le LPG, c'est du palpé roulé, alors je ne suis pas sûr que ça soit formidable. Mais je ne veux pas le dire parce que LPG, c'est une marque, et je ne veux pas faire de tort à personne. Hein. Mais, en tout cas, si vous faites du LPG, demandez à ce que ça ne soit pas trop violent. Hein, ça peut être pas mal, mais à condition de ne pas vous faire mal. Voilà. Le critère, c'est ne pas avoir mal. Si, dès que vous avez mal, c'est que c'est pas bon. Alors, où suis-je Allez, je regarde. Alors, voilà. Alors, oh là, ça descend à une vitesse.
Il y a trop de messages qui arrivent, j'arrive plus à vous suivre. Euh, Ouf, j'arrive plus. Voilà, ça y est, j'ai repris le fond. Ils ont le 1. Bon. Euh, marque de café. Montez. Encore. Voilà, j'y suis. Alors, bon, alors, Joël Braga, vous me dites la même chose, docteur. Avez-vous un cabinet pour aller en consultation? Je vous réponds non. Mais vous voyez, je suis à votre disposition. Si vous voulez me demander quoi que ce soit, si vous voulez que je vous guide, si vous voulez que je vous encadre, si vous avez des questions personnelles, envoyez-moi un petit mot et je vous réponds. Hop secrète, bonsoir docteur. Annie Waknin, bon, ça j'ai déjà vu. Alors, Vanessa aussi. Et la liposuction. Oui, j'en ai pas parlé parce que la liposuction, la liposuction, c'est chirurgical et ça varie énormément d'un chirurgien à l'autre, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Si vraiment si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, et si vraiment vous avez des difficultés énormes et que vous avez des gros complexes et que ça gêne votre vie, alors oui, vous pouvez avoir une liposuction. Sachez quand même que toutes les liposuctions ne sont pas victorieuses, hein, parce que la liposuction, voilà, on vous met une sorte de tige à l'intérieur et on fait des sillons. Donc il arrive qu'il y ait de la tôle ondulée. C'est possible. Il arrive, c'est rare, que ça soit un succès intégral. C'est, disons, 5 cas sur 100. Il y a 20 cas qui sont très, très bien, très corrects. Et puis, il y a 50% de cas qui sont qu'on détecte. On voit sur la page, on voit une personne arriver, on dit, bon, elle a fait une liposuction, alors ça peut être mieux qu'avant, hein, mais ça se voit. Et puis, alors, il y a 25%, c'est des catastrophes, c'est des échecs. Donc, si vous êtes prêt à prendre ce risque, voilà. Donc, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Et avoir un bon chirurgien. Alors, où on suit. Pas mal, Pierre, je vais vous avouer que Hein la vidéo est bloquée. Bon. Bon, et Bah, ben, bien. alors. C'est bon ça. Alors, comment. Soraya. C'est pas au point ça. Non, mais là, c'est Facebook, ça. Alors, comment faire si je suis gluten-free pour le son d'avoine? D'abord, Irène, si vous êtes gluten-free, il faut d'abord être sûr que vous êtes gluten-free, hein, que vous avez besoin d'être gluten-free, parce qu'il y a à peu près 1 ou 2% de personnes qui ont ce problème. Est-ce que si vous y êtes vraiment, bon, c'est la maladie cœliaque, sinon, bon. Alors, dans le son d'avoine, il y a très peu de gluten. Normalement, il n'y en a pas. Mais avec les champs, les trucs qui s'évaporent, etc. Voilà. Normalement, il n'y en a pas. Mais il peut y en avoir. Donc, essayez. Si vraiment le son d'avoine ne vous réussit pas, alors à ce moment-là, bon, ben, gluten-free, même pas de son d'avoine, hein, je ne sais pas quoi faire. Prenez, je ne sais pas quoi vous donner d'autre, hein, parce que je peux. Non, parce que le son de blé, c'est la même chose. Tant pis, laissez, c'est pas grave. N'en prenez pas, tant pis, n'en prenez pas, mais c'est triste. Et avant de vous en passer, soyez sûr que vous en ayez besoin. Alors, je fais des injections d'Alila, je fais des injections de caféine chez un praticien. Si vous le faites en mésothérapie, avec plaisir, il peut mélanger, il peut ne pas faire que de la caféine. Parce que, si vous voulez, dans la mésothérapie, vous avez l'aiguille et vous avez le produit. Alors, l'aiguille, c'est quasiment de l'acupuncture. Alors, ils ont, je ne sais pas comment ils les font, chacun le fait à sa manière. Il y en a qui le font à l'unité, et il y en a d'autres qui ont des petites plateformes de mésothérapie sur lesquelles il y a 6, 7 aiguilles en même temps.
À l'époque, moi, je faisais ça, j'en faisais avec 7. Il y avait même des plateaux à 18. Mais moi, j'ai évité parce que 18, ça fait trop mal. Mais 7, c'est pas mal. Mais une à une, c'est encore mieux. Vraiment, on les sent pas. Les aiguilles sont tellement fines. Bon, moi, je suis pour. Je trouve que à la caféine, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, oui, continuez. C'est bien. Hein. Euh, alors, il y a... Attendez, Il peut pas, il y a ça. alors, Ça attendez, moi aussi, je vous regarde et j'essaye votre méthode depuis 4 jours. Bravo, Brigitte Dadi. Irène, comment faire si je vous ai répondu. Dadi, j'espère que ça marche sur moi. Dalila, je fais des actions, je viens de vous répondre. Voilà, alors, excusez-moi. Alex et Lina, moi j'ai commencé le 3 avril, j'ai perdu 5 kilos. 3 avril, 3 mai, 5 kilos, oui, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, j'en suis à 10 de perdu. Ah, le 3 avril, vous avez perdu. Mais 10 kilos, c'est chouette, bravo. Alors, Alex, oui, c'est Alex et Lina. Alex, je croyais que c'était un homme, mais Alex, c'est probablement Alexandra. Donc, je suis très content, ça me fait plaisir. Hein, donc, j'étais à moins 12, mais la semaine dernière, plus 2. C'est quoi ce plus 2, Alex, hein? Bon, ça arrive, vous me dites. Ouais, mais merci à vous. Mais écoutez, ça arrive, hein, on peut avoir une petite défaillance, comme on dit, petite défaillance, à condition, attention, attention, quand on sort du chemin, il faut revenir. Le danger de sortir du chemin, c'est qu'on n'y revienne pas. Hein. Donc, méfiez-vous. Vous sortez du chemin, vous faites un écart. Bon, je ne vous dis pas que c'est bien, mais en tout cas, revenez dès le lendemain. Et plus vite vous revenez, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, si vous voulez, où la graisse est malléable. D'abord, il y a un temps où ce n'est que du sucre. Puis après, c'est de la graisse. Et la graisse est malléable. Et puis, si vous la laissez trop longtemps, elle s'incruste. Et puis, elle se sclérose. Et elle devient une vieille graisse. Et là, plus le temps passe, plus c'est difficile de la récupérer. Donc, vous faites un écart. Vite, 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 vous nettoyez. C'est ce que me disaient les Américaines. Ils me disent, mais comment ça se fait que les Françaises soient plus minces que nous? C'est facile. Mais je leur disais, parce que les Françaises, elles n'attendent pas. Dès qu'elles ont 1 kg, 2 kg, 3 kg, elles attaquent. Donc, gardez ça en tête. Vous faites un écart, vous revenez. Alors, c'est ça. Alors, Annie Waknin, oui. J'accompagne les personnes désireuses d'atteindre leurs objectifs directs et qui sont bloquées par leurs émotions, par le biais de plusieurs outils. J'ai plein de patients en cours de régime du camp. D'ailleurs, je suis leur booster. Donc, vos interventions me donnent des éléments plus précieux. Merci pour eux. Et pour nous tous, vous êtes un soleil. Comme c'est gentil, je suis un soleil, je suis un homme du soleil, j'adore le soleil. Bientôt, bientôt. Sabrina Chambon, je vais devoir vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Sabrina, à bientôt, à la semaine prochaine. Marie Bijard, vous m'avez oublié. Quoi, je vous ai oublié? Qu'est-ce que j'ai fait, Marie Bijard? Alors reposez-moi la question, j'ai dû passer sans la voir. Mylène Gallego, j'ai commencé le 20 avril, moins 3 kilos. Mais c'est bien Mylène, continuez. Alex Elnia, oui, c'est Alexandra. Pas d'écart pourtant. Ah bon? Vous avez pris 2 kilos sans faire d'écart? Alors c'est les règles. C'est les règles, ça peut arriver. Alors, au moment des règles, on peut prendre comme ça 2 kilos. 2 kilos, c'est quoi? Ça peut être de l'eau. Quand vous prenez, pesez-vous le matin, faites une expérience, pesez-vous le matin et mettez à côté de vous une bouteille d'1,5 litre d'eau. Hein, une grande bouteille d'eau minérale. Vous la remplissez, vous la mettez à côté de la bascule et vous vous pesez. Et vous notez 55, 60, le poids que vous avez. Et puis, vous prenez la bouteille dans la main et vous vous repesez. Et bien, vous allez avoir 1,5 kg de plus. Parce que dans une bouteille, il y a 1,5 litre d'eau et que 1 litre d'eau, c'est 1 kg. 1,5 litre, c'est 1,5 kg. Donc, mettez ça dans la tête. Si vous surveillez votre poids régulièrement et que, d'un coup, vous voyez, le matin par exemple, vous pesez 55, et puis le lendemain, vous voyez 56. Vous dites, mais je n'ai rien fait. Vous avez gardé 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, il suffit de boire, de manger 6 grammes de sel pour garder 1 litre d'eau. Parce que qui dit sel dit eau. Parce que le sel, c'est un poison, et que le corps appelle de l'eau pour noyer le poison dans l'eau. Alors, c'est où?
Alors, oui, pas d'écart pourtant. Bon, hein, je vous ai répondu. Geneviève Gonnet, vous ne m'avez pas répondu. J'ai 64 ans, j'ai perdu et repris, donc je perds moins vite, est-ce normal? On me pose souvent cette question, mais j'ai une proportion de gens qui reprennent le régime après l'avoir fait et qui regrossissent de la même manière. Alors, je ne sais pas si c'est physiologique, si c'est corporel ou si c'est dans la tête. Est-ce que vous le faites aussi bien que la première fois? Est-ce que vous le faites avec la même motivation? Beaucoup de gens à qui je pose cette question me disent ah non, pas autant. Il m'arrive de faire un petit truc là, un petit truc là. Mais globalement, non, il n'y a pas de globalement. C'est bien, vous maigrissez un peu moins vite. Alors, si c'est le cas, si vous faites vraiment aussi bien, alors augmentez un peu l'activité physique. Hein, voilà, bougez un peu plus, buvez un peu plus, mangez un peu moins salé, dormez le plus tôt possible dans la soirée. Si vous arrivez à vous coucher à 10 heures, c'est bien parce que vous avez 2 heures, c'est du nectar de soleil. De 10 heures à minuit, à partir de minuit à 2 heures du matin, c'est un peu moins bien. Et puis après, bon, bah, voilà, c'est de la relaxation plutôt que du sommeil. Alors, on en est où? Alors, la Miss El Naboussi. Please read my comment about fasting time for Muslim people. Ramadan will be on 25 May. Way to fast for 17 hours. Oui, alors vous me parlez du Ramadan. La Miss, le Ramadan, il n'y a pas que chez vous. Hein. Le Ramadan, c'est dans de nombreux pays, y compris en France. Le Ramadan, pour moi, il n'y a pas grand-chose de changé, hormis le fait que pendant le Ramadan, il n'y a pas de protéines pures. Ramadan, protéines, plus légumes. Et si Ramadan plus les règles, pas de régime. Hein, parce que le Ramadan, c'est dur. Alors je crois que dans le Ramadan, on peut manger jusqu'à 3 heures du matin. Si vous avez cette chance d'être réveillé, mangez bien, de manière à ce que mangez et buvez, de manière à ce que ça puisse s'étaler. Et si vous mangez tard comme ça dans la nuit, excuse me, maybe you don't understand French. I want just to tell you that if you are on Ramadan, you can eat protein, more vegetable, no protein pure. And if you have periods, don't make diet during this day. And if you eat on the end of the night at 3 o'clock, eat proteins, because if you eat protein, you can stay all along the day without being hungry. Hein? Alors, c'est ça? Ah non, c'est où? Ça montre parce qu'il y a des commentaires tout le temps. Alors, oui, c'est là. Geneviève Gonnet, vous me dites, mais je perds pas beaucoup, vous voulez dire probablement, je perds pas beaucoup. Oui, c'est ça, vous avez 64 ans, j'ai perdu, donc je perds moins vite. Oui, vous perdez moins vite. Mais ne vous inquiétez pas, hein, bon, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas... bon, voilà, vous avez le temps avec vous. Si vous perdez moins vite, eh ben... pourquoi n'essayez-vous pas l'escalier nutritionnel? Vous perdez moins vite, mais au moins vous êtes moins tenu, vous êtes plus à l'aise. Essayez-le une semaine, hein, Geneviève. Alors, Marie Bijard, je fais le régime, moins 25 kilos. Oh là là, il y a déjà quelques années, je n'avais pas repris jusqu'à la grossesse. Ah, la grossesse apparue. Je recommence le régime. Que me conseillez-vous pour perdre rapidement et la cellulite en même temps? J'ai 30 kilos à perdre. Alors, Marie Bijard, c'est bien, Biga, vous m'avez posé cette question. 30 kilos à perdre, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 6 jours de protéines pures, voire 7. Parce que à partir de 25 kilos, c'est une semaine. Si vous avez le courage, boum, une semaine, et là, vous allez perdre en une semaine, vous pouvez perdre 4 kilos, 4 kilos et demi, peut-être 5 même. Hein. Vous imaginez, alors, c'est formidable. Et à partir de là, si vous voulez perdre vite, vous faites un jour protéines légumes, 2 jours protéines pures, vous faites ça pendant un mois. Et en un mois, vous pouvez perdre encore 7, ça ferait 7 et 5, 12. Et à partir de là, vous faites un jour protéines légumes, voilà, et vous allez perdre 4 kilos, entre 4 et 5 kilos par mois. Donc vous voyez, vous allez y arriver avec vos 30 kilos. 30 kilos, vous allez les perdre déjà au mois d'août, vous en aurez perdu pas mal. Hein.
Hein, vous attaquez, vous me faites une semaine, et surtout, vous me le dites. Hein, voilà. La Miss, elle n'aboutit. Dr Pierre, love you a lot. Bisous, bisous. Oh, by Dukan body calculated should be 74 kilos, et elle est à 79. Ouais, two within 1 year and 20 days from 20 UK to size. Les Miss, vous mesurez 1m79 et vous pesez 74,5, oui. Bon, et vous et vous me dites que vous estimez vouloir maigrir plus que ce chiffre-là. La Miss is not very well. You must keep a cap. Hein? Keep the cap on the weight you calculated on my website. It's the good one. Don't try to go further. Keep in first. Keep this weight. We shall see later. Ok? Alors, Alex et Lina, merci pour tous vos conseils et votre savoir-faire. Malgré ces 2 kilos repris, mon hygiène de vie a changé. Je suis passé de la femme qui se dégoûte à la femme qui commence à s'apprécier. Dans tous les cas, c'est positif. En tout cas, moi, je vous apprécie. Et j'essaie d'aider les personnes dans le même cas que moi, grâce à un groupe Facebook du camp passionnément. Mais c'est génial ça, du camp passionnément, c'est la première fois que je vois ça, où nous transmettons tant que possible vos conseils et vos recommandations. Alex, si vous avez besoin de moi, dites-moi, je viens. Hein, sur votre groupe, je vous mets un petit mot, n'hésitez pas. Et puis venez sur le mien, voilà. Alors Geneviève, à 64 ans, peut-on maigrir aussi bien que le plus jeune? Merci Geneviève. Geneviève, je ne vais pas vous mentir, à 64 ans, on maigrit moins bien qu'à 30. Mais à 64 ans, on le fait mieux qu'à 30. D'accord? Voilà. On a plus d'expérience, on a plus de pêche, on a plus. Donc, vous allez voir. Vous allez me le faire et vous allez réussir. Ne soyez pas trop pressés. Astrid, Végel Atlan. J'ai 62 ans, de gros problèmes respiratoires et je dois perdre 35 kilos. Que me conseillez-vous? Alors, Astrid, je vous conseille ce que je viens de conseiller à non, pas Geneviève, attendez, à qui j'ai oui, voilà, donc qui a 25 kilos à perdre. Vous faites la même chose, vous attaquez. Alors vous avez 62 ans, problème respiratoire à 35 kilos. Moi je vous conseille de faire 6 jours d'attaque, 6 jours de protéines pures, et puis après un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Si vous avez le courage, faites 7 jours, comme ça vous faites exactement la même chose que notre ami, et puis vous venez toutes les deux me dire dans une semaine, moi j'ai perdu du temps, moi j'ai perdu du temps. N'oubliez pas, parce que moi je vous conseille, mais j'aimerais bien que quand vous avez un bon résultat, de l'apprendre par vous-même, hein, que vous me le disiez, ça fait plaisir, ça remonte le moteur, ça me donne de l'énergie aussi. Hein, bon, voilà. Et la Miss Nabouti qui m'aime, eh bien écoutez, moi aussi je vous aime. Alors, ben voilà, je crois qu'on a fini. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on a fini. Je n'ai plus qu'à vous embrasser et à vous souhaiter une bonne semaine. Et si vous avez des questions ou des thèmes, hein, n'hésitez pas à me dire, voilà, j'aimerais bien que vous parliez de tel thème. Voilà, moi ça m'aide parce que ça me dirige. Voilà, et bien écoutez, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour tout, je vous embrasse.